Dernier journal d'information de cette journée. Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de cette édition. L'unité des acteurs du football ivoirien à l'appel des présidents de la FIFA et de la CAF reçus ce jour par le chef de l'État Alassane Ouattara. Gianni Infantino et Patrice Motsepe sont venus solliciter le soutien de l'État ivoirien pour la réalisation du projet de championnat panafricain interscolaire. 728 recrues de la gendarmerie nationale s'engagent pour la patrie, pour la loi. Présenté ce jour au drapeau national après 3 mois de formation sur les bases de ce corps d'élite, la 44e promotion de la gendarmerie, baptisée Engagement et Détermination, compte 34 femmes. Et dans ce journal, les causes des coupures récurrentes d'électricité, le micro a été tendu au service technique de la CIE. La baisse du niveau de l'eau dans les barrages hydroélectriques serait la cause des perturbations. Les présidents de la FIFA et de la Confédération africaine de football étaient en visite de travail à Abidjan, un projet de championnat panafricain interscolaire en poche. Ils ont été reçus à la présidence de la République ce mardi. Autre point abordé, l'actualité du football en Côte d'Ivoire et en Afrique, à savoir les prochaines CAN et l'élection à la présidence de la FIFA concernant la gestion de la fédération ivoirienne. Les acteurs du football ivoirien ont été invités à l'unité. Compte rendu d'audience avec Viviane Aima. Cette visite officielle en Côte d'Ivoire du premier responsable de la FIFA, la plus haute instance du football mondial, Gianni Infantino, accompagné par le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, peut être considérée comme une marque de considération pour la Côte d'Ivoire et le football ivoirien. Reçus ce mardi 4 mai, au lendemain de leur arrivée à Abidjan, par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel pour un entretien, le président de la FIFA et son délégué, le président de la CAF, ont tous deux souligné la place ascendante du football ivoirien sur l'échiquier du football africain et ont prôné l'union de tous les acteurs dirigeants du football en Côte d'Ivoire, condition indispensable pour l'organisation de la CAN 2023 dans ce pays, et ont approuvé la gestion du comité de normalisation mis en place depuis le 14 janvier 2021. La Côte d'Ivoire, président, c'est la capitale du monde du football, parce qu'il y a la FIFA et la CAF qui sont à Abidjan. Mais puisque le football, c'est la chose la plus importante du monde, on peut dire que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale du monde. Les yeux du monde nous regardent. Et c'est normal parce que la Côte d'Ivoire a un talent et une passion pour le football qui est hors norme. C'est un pays qui est béni des dieux pour ce talent. Et tous ensemble, et on est venu rassurer le président, le ministre, tous ensemble, on fait partie de la même équipe, l'équipe du football. On est là pour soutenir la Côte d'Ivoire. On est tous supporters de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment le football aiment la Côte d'Ivoire, aiment les légendes, les talents, les joueurs ivoiriens. Pas seulement en Côte d'Ivoire, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, je vous assure. Donc on est là pour signifier au président, pour signifier au peuple ivoirien qu'on va construire ensemble, en unité. C'est un message d'unité qu'on vient porter, un message d'espoir, parce que le football, c'est beaucoup plus qu'un sport. Le football donne de l'espoir, donne de la dignité, donne du futur à beaucoup de garçons et de filles. Et on est là pour construire tous ensemble. On ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre ou pour le troisième. On prend parti pour le football. Et je suis ravi que tous ensemble, on voit le football ivoirien de la même façon. On travaillera ensemble avec le comité de normalisation, avec la présidente du comité de normalisation qui fait un travail exceptionnel, avec Jacques Anouma, avec le président, avec son ministre, avec Patrice Motsepe, tous ensemble dans la même équipe, parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire puisse briller, pas en Afrique, dans le monde. Il y aura une Coupe d'Afrique au Cameroun, il y a la prochaine qui va être ici, et dans cette Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire va briller en tant que
pays, pas seulement sur le terrain de football, mais en tant que pays hôte, et on va s'assurer que ça soit propulsé dans le monde entier. Et c'est pour ça que je suis fier et heureux d'avoir pu passer ces moments ici en votre compagnie. But the three things I want to add Une chose que j'aimerais ajouter the discussions we had this morning de la discussion que nous avons eue aujourd'hui, is to overemphasize c'est de mettre l'accent the importance of sur football in l'importance this du country football dans ce pays for all of us on the African continent. et son importance pour tout le continent africain. La Côte d'Ivoire est Can un de win ces the pays World qui Cup peut gagner la Coupe And du monde make the people of Côte d'Ivoire et, proud. et also et make faire Africa des Ivoiriens des hommes fiers, And that is why mais rendre aussi l'Afrique fière. we need the groups in Côte d'Ivoire Mais pour cela, nous avons in besoin football que to tous les come groupes together, to unite. s'unissent pour No construire le foot single ivoirien. group, no single group Aucun groupe can make ne peut football in this country reach faire du the football de ce potential that we pays know it has. avec le potentiel qu'il And a. also there were some perceptions in the media Il y avait des that perceptions dans there les may médias be one group or another qu'il group y a peut-être un groupe that ou un autre groupe enjoys the support of football outside this country. Now, that is incorrect. We have the stake for us is too high. We need this country Nous avons to besoin give que us ce the pays pride and nous the donne dignity la that we fierté know et it la has in dignité the past and it will qu'elle in avait future. dans le passé, mais qu'elle a encore And dans we le need this futur. unity, and that's why when the Nous avons president was besoin de saying cette that unité. all of us, our Tous. president, President Ouattara, all of Avec le us président Ouattara, want the groups to work together nous voulons for que the tous les benefit of groupes football. travaillent There's the ensemble AFCON Cup pour le meilleur du next football. year in Au cours de son séjour, la délégation du football mondial procédera au lancement ici à Abidjan du tournoi scolaire panafricain. Autre audience au palais présidentiel, cette fois accordée au président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema. 7 jours avant le passage de témoin à son successeur, il a présenté à Alassane Ouattara le bilan de la commission sur la période 2017-2021, ainsi que la situation de l'Union face aux défis majeurs sur les plans sécuritaires, sanitaires et socio-économiques. Le point de Viviane Aïma. Comme il l'a expliqué à la presse, cette visite à Abidjan du président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'au revoir qu'il effectue dans les 8 pays de l'Union avant la fin de son mandat. Reçu ce mardi 4 mai au palais présidentiel par le chef de l'État ivoirien, Abdallah Bourema a exprimé sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour la riche expérience acquise à ses côtés durant ces 2 mandats consécutifs de président en exercice de l'UEMOA. J'ai évoqué avec le président de la République les sujets qui touchent à la situation de notre Union, qui, comme vous le savez, est traversée aujourd'hui par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique. Le président Ouattara, au cours de son mandat à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, il a vraiment centré toutes les préoccupations de notre Union autour des questions et thèmes qui peuvent générer des réponses communautaires solides aux défis que je viens de noter. Les résultats du comité de haut niveau sur le financement des économies, l'agenda de la réforme du franc CFA qu'il a piloté avec succès, du franc CFA pour permettre à nos États de rentrer dans la monnaie unique en très bonnes conditions. Le financement de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, que ce soit au niveau du G5 Sahel ou bien au niveau du plan de financement contre le terrorisme qui a été décidé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Bref, sur toutes ces questions qui touchent à l'intégration et aux défis majeurs, les mesures qui ont été prises pour lutter contre la pandémie et les mesures de sortie
de crise économique. Sur toutes ces questions, le président Ouattara a marqué son passage à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Et enfin, vous me permettrez de dire à titre personnel, j'ai appris à travailler auprès de lui avec un esprit de pouvoir tenir compte de beaucoup de contraintes multiples, travailler dans un environnement de contraintes multiples en visant toujours des résultats importants à atteindre. Pour rappel, c'est le 10 avril 2017 qu'Abdallah Bourema a été nommé par les chefs d'État de l'Union à la tête de la commission de l'UEMOA. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Les initiatives du Sénat en faveur des collectivités territoriales et la contribution des Ivoiriens de l'étranger au développement économique de la Côte d'Ivoire, voilà quelques sujets abordés au cours de cet entretien dont nous parle Herman Guivet. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Jean-Christophe Béliard, reçu en audience par le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Ahoussou-Kouadio Jeannot. Une audience marquée du sceau de la courtoisie. Jean-Christophe Béliard, heureux de rencontrer le président du Sénat ivoirien, Ahoussou-Kouadio Jeannot. Au menu de leurs échanges, plusieurs sujets qui relèvent de la coopération franco-ivoirienne. Le président a bien voulu me parler d'un certain nombre d'initiatives, notamment ce forum sur les collectivités locales. Et ça, c'est très important, les collectivités locales, parce que c'est là que beaucoup de choses se passent. C'est un niveau important de la démocratie. Donc nous avons fait le point là-dessus. Nous avons aussi fait le point sur les échanges, les relations entre le Sénat de la Côte d'Ivoire et le Sénat français. Le président du Sénat français était en Côte d'Ivoire il y a un an, il s'est rendu à Yamoussoukro. Donc les deux structures se parlent, s'écoutent. Il m'a dit qu'il y avait 100 000 Ivoiriens qui vivaient en France. Comment cette diaspora peut contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une très belle idée et nous allons bien entendu nous y associer. Rappelant plusieurs faits marquants de cette coopération, Ahoussou-Kouadio Jeannot, le président du Sénat ivoirien, s'est félicité de l'excellence des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Relations renforcées grâce au leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Cette fraternité entre la France et la Côte d'Ivoire, elle tisse ses sources dans l'histoire, mais se projette aussi dans l'avenir. Et l'avenir, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara dans cette dynamique de la coopération, de la bonne et saine coopération avec la France. Nous allons cette année organiser un forum avec les Ivoiriens qui vivent hors du territoire de Côte d'Ivoire. Le président du Sénat ivoirien a par la suite remis à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Jean-Christophe Béliard, les recommandations du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales tenues les 17 et 18 février 2020 à Yamoussoukro, ainsi que l'agenda 2030 du Sénat sur les collectivités territoriales. Les deux personnalités ont promis se retrouver très bientôt, toujours dans le cadre du réchauffement des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Dans ce journal, on parle aussi de la collaboration entre les institutions de l'État. Dans ce cadre, se sont rencontrés ce jour les présidents du CESEC et de l'Assemblée nationale, suivant ce rapport de Moussa Konaté. Le président du Conseil économique, social, environnemental, culturel reçu par Amadou Soumaourou, le président de l'Assemblée nationale. La rencontre s'inscrit dans le cadre du rapprochement des institutions de la République pour une vision commune, celle d'œuvrer pour le bien-être des populations. Notre Conseil économique, social, environnemental, culturel, dans le cadre de la solidarité agissante entre les institutions, voudrait pouvoir réactiver les liens de collaboration qui existent entre nos deux institutions pour des échanges de bonnes pratiques. Tout cela pour aller vers une bonne gouvernance. Avant cette visite à l'Assemblée nationale, le président du CESEC s'est rendu au Conseil d'État. Il a eu un entretien avec le président de l'institution judiciaire. Deux institutions de la République qui ont la même dénomination Conseil, quand ils se rencontrent, ils ne parlent que de la promotion de la bonne gouvernance
et de la constitution d'état de droit. C'est de ça que nous avons parlé. Nous avons dit comment ensemble nous allons collaborer. Nommé le 6 mars 2021, le président du CESEC, Eugène Aka-Aweli, a été investi le 15 avril dernier. Voilà, l'Assemblée nationale et le CESEC engagés pour le développement de la Côte d'Ivoire et cet autre engagement pour la patrie, pour la loi. Nous sommes dans les rangs de l'armée. 728 recrues de la gendarmerie nationale ont été présentées au drapeau ivoirien, un drapeau que ces recrues sont prêtes à défendre au péril de leur vie. Abou Sanogo. Et ils ont librement choisi d'intégrer la gendarmerie nationale. Depuis leur admission à l'école de gendarmerie d'Abidjan, temple de la discipline, sanctuaire du métier des armes, ils n'étaient jusqu'alors pas encore jugés dignes de participer aux cérémonies officielles, le temps d'être suffisamment imprégnés des fondements du drapeau national. 728 sous-officiers de première année, dont 34 jeunes filles, viennent d'achever une impérieuse et capitale étape de la carrière de tout militaire, la FCB. La formation commune de base, période de 3 mois, au cours de laquelle ils apprennent le maniement des armes et reçoivent les connaissances techniques et tactiques de base. Ainsi, après 3 mois de formation, ils viennent d'acquérir les notions fondamentales du métier des armes. Ces 728 sous-officiers de première année ont, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, été présentés officiellement au drapeau. Une présentation à la nation qui marque leur intégration dans la grande famille des militaires. Vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression et ce, jusqu'au sacrifice suprême. Il a exprimé par la même occasion sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur de la gendarmerie nationale. Je tiens à réaffirmer aux populations ivoiriennes et à toutes celles vivant sur notre territoire l'engagement sans faille de la gendarmerie à veiller sur leur sécurité, celle de leurs biens, ainsi qu'à protéger la République. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour les efforts énormes au profit de l'outil sécuritaire, dont en particulier celui de la défense. Ces jeunes recrues de la promotion 2020-2022 de l'école de gendarmerie d'Abidjan ont exécuté à l'issue leur premier défilé. Et il faut également noter que 34 femmes font partie de cette promotion. Le ministre de la Communication et des Médias et de la Francophonie était ce jour au siège de la Commission nationale de la francophonie. Amadou Koulibaly a garanti l'appui de ses services à cette structure pour plus de visibilité. L'objectif c'est d'assurer le rayonnement de la Côte d'Ivoire et son leadership dans l'espace de la francophonie. Patricia Omo. Après avoir été accueilli chaleureusement par la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie et l'ensemble du personnel, le ministre de la Communication, des Médias et de la francophonie a présidé une rencontre avec les responsables de la structure. Au cours de cette séance d'échange, Diaby Mouminatou Bari a présenté les missions, les difficultés et les projets de la Commission nationale de la francophonie. Il était important pour nous de le recevoir pour recueillir sa vision qu'il avait pour un meilleur positionnement de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone et pour une meilleure visibilité des actions et des valeurs de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et dans ses propos, il n'a pas manqué de nous faire connaître sa priorité qui est la promotion de la langue française. En retour, le ministre a rassuré la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie de son soutien et a encouragé le personnel qui réalise un travail remarquable, a-t-il indiqué. Nous avons pu déjà dans les propos introductifs que nous avons eus lors de cette séance avec tout le personnel, fixer le cap. Pour nous, il s'agira de donner plus de visibilité à la Commission nationale de la francophonie pour lui permettre donc d'atteindre tous ses objectifs et surtout permettre à nos concitoyens de savoir ce que c'est que cette commission, ce qu'elle peut leur apporter en termes de valeurs. La Commission nationale de la francophonie est la structure opérationnelle de la francophonie en Côte d'Ivoire. Elle a été créée le 11 avril 2012 en remplacement de l'Agence ivoirienne de coopération francophone.
Ce soutien du gouvernement ivoirien manifesté aux victimes et familles de victimes de l'accident survenu dimanche dernier dans le Humboldt. Le dernier bilan fait état de 23 morts et la compassion du gouvernement a été apportée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Suivant ce récit de Kader Sogodogo. Frônant, nous sommes dans la région du Humboldt. 2 familles réunies, 2 veuves, une douzaine d'enfants au regard hagard. Leurs époux, leurs pères ont perdu la vie dans l'accident de la circulation survenu le dimanche 2 mai dernier. 48 heures seulement après le drame, Miss Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est dépêchée par le gouvernement pour apporter réconfort et solidarité aux blessés et aux familles des personnes décédées. Chaque blessé reçoit 200 000 francs CFA et les familles endeuillées reçoivent 500 000 francs CFA. Le dernier bilan fait état de 23 morts et 5 personnes encore hospitalisées. À l'hôpital général de Katiola, 2 blessés sont encore internés. Chacun d'eux reçoit 200 000 francs CFA pour les frais médicaux. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu lui donne la grâce. À la préfecture de région, une grande rencontre se tient avec l'ensemble des victimes. Ici aussi, l'objectif reste le même, la manifestation d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le président de la République est à vos côtés. Le président de la République pleure avec vous. Le président de la République se tient au chevet de chaque famille endeuillée. Nous sommes venus vous dire 23 morts en une journée, ça fait beaucoup. Le soutien gouvernemental est bien apprécié par l'ensemble des victimes à travers leur porte-parole. Votre promptitude démontre une fois encore la grande considération que le gouvernement accorde à la vie de ses concitoyens. La famille, par ma voix, s'associe pleinement à cet élan de solidarité, à cet élan de réconfort moral sincère du gouvernement. C'est par une visite aux blessés internés au CHU de Bouaké que Miss Belmondo Dogo a terminé sa mission dans le Humboldt et le Béké. Ici, en plus de 200 000 francs reçus par chaque blessé, la ministre a décidé de prendre en charge les frais chirurgicaux. Elle a également félicité le personnel du CHU de Bouaké pour la bonne gestion des accidentés reçus. À présent, ces précisions sur les perturbations qui entraînent l'indisponibilité de l'électricité dans certaines communes d'Abidjan et l'intérieur du pays depuis bien quelques semaines. La baisse du niveau de l'eau dans les barrages hydroélectriques du pays est mise en cause. Suivant ces explications des équipes techniques de la compagnie ivoirienne d'électricité dans ce reportage de Jean-Luc Bangbo. Barrage d'Ayamé 1. Premier barrage hydroélectrique en Côte d'Ivoire, mis en service depuis 1959. Capacité de production, 22 MW. Mais depuis plusieurs mois, la baisse du niveau d'eau a considérablement réduit cette capacité de production. Lorsque l'eau monte jusqu'au niveau, ce qu'on appelle le niveau 90,5, c'est le niveau, on va dire, d'utilisation, on a 1088 millions de mètres cubes. Et aujourd'hui, avec le niveau qu'on a, on n'est qu'à 342 millions de mètres cubes. C'est-à-dire 3 fois moins, sinon moins de 3 fois moins. Tout ce que vous voyez devant là, en temps normal, est immergé. On ne voit pas. Aujourd'hui, on est vraiment en dessous. Et ça fait que les machines ne tournent pratiquement que le soir. Une réalité qui ne se limite pas qu'au barrage d'Ayamé 1. Par exemple, Kossou, le lac de Kossou, qui est un grand lac qui fait quand même, lorsqu'il est plein, 1800 km². En situation normale, à cette période de l'année, on devrait être autour de 187, le niveau 187. Mais aujourd'hui, où je vous parle, on a 181, quelque chose. Il y a 6 mètres en dessous aujourd'hui. C'est la même chose pour le barrage de Bio. Donc, c'est généralisé. Il y a une sécheresse quand même qui court et qui est très forte aussi. Le manque d'eau, principale matière première de l'énergie hydroélectrique, entraîne ici un fonctionnement à temps partiel de l'usine de production. Dans notre activité, pour produire de l'électricité, on a besoin d'eau. Et ces machines sont à l'arrêt disponibles. C'est parce que nous avons un problème d'eau qu'aujourd'hui, la gestion est faite depuis Abidjan. Quand le dispatching a besoin des machines, ils appellent dans la salle de commande. Le collaborateur fait ses manœuvres, il démarre et puis il coupe à la demande du dispatching.
et il le met à la puissance demandée. Ayamé 1 ne produit plus que 12 MW, limitant ainsi sa contribution au mix énergétique national. L'énergie ne se stocke pas. Tout ce qui est produit est consommé. Nous, on produit. Quand on nous demande des produits, on produit, on met sur le réseau. Maintenant, par derrière, ce que le dispatching en fait, bon, ça c'est un autre processus. Tout ce qu'on me demande, c'est d'avoir des machines disponibles et avoir de l'eau, parce que c'est limité par l'eau. La longue saison sèche qu'a connue la Côte d'Ivoire est la principale cause de la baisse drastique du débit des barrages du pays. À Ayamé 1, cette situation n'a plus été vécue depuis 1984. La baisse de l'eau dans les barrages hydroélectriques, une raison des perturbations du réseau électrique en Côte d'Ivoire. Et au niveau sanitaire, les autorités enregistrent une baisse des cas de contamination au Covid-19, mais le virus circule encore. Il faut toujours veiller au respect des mesures barrières. Voyons d'ailleurs le point Covid de cette journée. Ce 4 mai 2021, 19 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés, 32 nouvelles guérisons et 4 décès sont également annoncés. Des chiffres qui renvoient le bilan des cas en Côte d'Ivoire à 46 173, dont 45 694 personnes enregistrées sont guéries, 291 personnes décédées. Il reste encore 188 cas actifs. La campagne vaccinale en cours, elle enregistre 183 301 personnes vaccinées contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. À présent, le dossier de ce journal. Le service économie nous mène dans les plantations de cacao. Les producteurs sont en pleine campagne intermédiaire de commercialisation et les producteurs, pour accroître leurs revenus, se produisent des dérivés du cacao. Vous allez le voir dans ce reportage, des cabosses de cacao transformées en biocharbon et la production artisanale de cacao par les coopératives. Le cacao dans tous ses états grâce à l'ingénieuse idée de producteurs que Nyano Nyano a rencontré. On regarde. Le cacao, l'or brun, des producteurs à la recherche des ressources additionnelles. Ici, à Aboville, Sawadogo Moussa explore la voie de la transformation artisanale des fèves de cacao. Nous avons décidé de faire la transformation pour avoir une plus-value, pouvoir aider les producteurs. Parce que seulement vendre, il arrive à un certain moment où on ne peut plus exporter et le prix, les prix deviennent autre chose et nous avons préféré transformer pour que les planteurs puissent avoir un peu plus. Avec les moyens de bord, il s'est équipé pour une transformation à sa dimension. Les machines que nous avons, c'est des trucs de façon artisanale. Maintenant, on a modernisé un peu, mais il a encore besoin de grosses machines pour pouvoir faire de la quantité. Tout commence par là. On broie le cacao ici. Et si on broie, quand on broie là, il ne sort pas en bas là. On a commencé un peu. Au fur et à mesure, on saura comment on doit faire. Avant, c'était en main, on faisait articuler. Maintenant, on a eu la machine. Et puis, on a essayé de faire la machine. On a vu que ça répond. À l'analyse, Moussa Sawadogo se rend compte de la pertinence du projet. Avec 1 kilo, par exemple, on arrive à faire 6 à 7 tablettes de 1500. Il y a le sucre aussi qui vient, il y a les autres qui viennent s'ajouter. Mais quand on arrive à transformer, c'est largement rentable. Mieux, il pense à la sensibilisation pour le segment de la consommation. Aujourd'hui, les PCA de coopératives se sont mis ensemble et nous avons mis dans notre programme la sensibilisation qui va se faire au niveau national et sous-régional pour que les gens puissent savoir que le chocolat, il est bon pour les enfants, pour l'intelligence des enfants, pour la santé des enfants. Nous sommes en train vraiment de sensibiliser dans les villages pour que les gens puissent connaître que ce qu'eux-mêmes ils font, ils doivent le consommer. Loin de la Soubré, campement Kobelagui, Konebdougou. Nous sommes à environ 15 km de la capitale de la région d'Al-Nawa. Ici, Smaoro Lanciné. Depuis 1 an, les déchets des cabosses de cacao lui permettent d'avoir des ressources additionnelles. Avant, on jetait les cabosses. Mais Dieu merci, aujourd'hui, grâce à la société, on prend tout aujourd'hui pour payer nos petits qui mangent, payer mon sac de riz et puis
vraiment, où il n'y a pas cacao, même avec Cabos, on prend pour se défendre. On prend pour se défendre. Bon, un sac, on prend avec nous. Si c'est nous-mêmes on remplit, un peu, on l'envoie, on prend à 400. Mais si je donne ça, et même viennent prendre ici, c'est à 200 francs. Mais avec ça, vraiment, on gagne. Sur le sentier qui mène au campement, des sacs remplis de déchets sont déposés ça et là, signe de l'adhésion des producteurs de la localité. À l'origine, la vie économique des déchets du cacao, les résultats de recherche de Jean Regnard Boyibi. Nous nous sommes rendus compte que les plantations de cacao étaient inondées, étaient pleines de cabosses qui étaient inutilisées depuis plusieurs années. Donc nous avons entrepris des recherches avec des agronomes, avec des microbiologistes, et nous avons sorti plusieurs produits qui découlent des cabosses de cacao. Parcourons le processus de transformation des déchets des cabosses de cacao en produits finis, tels le savon, le charbon et la potasse. Sur la question du process, on a fait autour de 4 mois de recherche pour pouvoir arriver à nos fins. Pour les cabosses, donc, il faut pouvoir récupérer les cabosses dans des sacs, pouvoir les stocker. Une fois que le stockage est fait, il y a un programme de séchage qui est amorcé. Donc après le programme de séchage, nous passons maintenant à la carbonisation. Donc nous avons un four que nous avons confectionné nous-mêmes, qui ne produit pas de fumée. Donc c'est dans ce four-là que nous carbonisons les cabosses pour produire le charbon. Et après la carbonisation, nous avons une phase de broyage et de tamisage. Et c'est à ce moment-là que nous avons un produit fini que nous allons soit presser pour avoir des briquettes, soit vendre à l'État pour tout ce qui est produit cosmétique. Pour nous convaincre du potentiel de l'initiative, nous avons rencontré 3 restauratrices. Elles utilisent du charbon de chauffe. C'est très bon, tu prépares ça dur, c'est durable quoi. Mais quand tu allumes là, pour que ça se tienne, en tout cas c'est toujours là. Tu fais beaucoup de trucs avec ça. La première fois qu'il m'a envoyé, le charbon était faible. Il y avait assez de fumée dedans. Donc il est venu me demander, j'ai expliqué. Mais pour aujourd'hui, c'est chouette. On va droit au cœur. Au départ, quand j'ai regardé, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est quoi ça là? Bon, c'est charbon, faut essayer. Quand j'ai essayé, j'ai vu que c'était bon. Ça s'allume. Ça ne noircit pas, ça ne fait pas... Son feu est doux, au fait. Encourager la petite transformation. Vulgariser la valorisation des déchets du cacao dans les 13 zones de production. Cette deuxième initiative va contribuer à l'assainissement des plantations des milliers de producteurs tout en leur procurant des revenus additionnels. Voilà 2 initiatives à promouvoir pour le bonheur des producteurs. Et pour reprendre les mots de Noël Gnagno, du charbon de cacao, une belle initiative à promouvoir. C'est sur cette perspective que nous achevons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information sur RTI 1 demain dès 6h30. Excellente fin de soirée chez vous.